Juge Marcus Holloway fixe du regard les agents Brennan et Reynolds depuis son estrade, les mêmes hommes qui l'ont forcé face contre le béton hier. Je vous reconnais tous les deux, dit-il calmement en retirant ses lunettes. Peut-être auriez-vous dû vérifier ma carte du barreau avant de me passer les menottes. Avant de nous plonger dans cette histoire choquante de justice et de responsabilité, dites-moi d'où vous nous regardez dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous croyez que chacun mérite un traitement égal devant la loi, quelle que soit sa couleur de peau. Maintenant, voyons comment le juge Holloway s'est retrouvé dans cette position puissante de reddition de comptes. Marcus Holloway ne s'attendait pas à des ennuis ce mardi soir-là. À 45 ans, ce juge respecté de Philadelphie avait passé la journée à l'hôpital Jefferson, au chevet de sa mère, qui se remettait d'une chirurgie cardiaque. L'heure de visite était largement dépassée lorsque les médecins l'ont assuré de la stabilité de son état, et Marcus s'est finalement senti à l'aise de partir. Il était vêtu de manière décontractée pour la visite à l'hôpital, portant un jean, des baskets et un sweat à capuche bleu marine au lieu de son habituel costume sur mesure. Les vêtements décontractés lui semblaient inhabituels après des années de tenue professionnelle, mais le confort importé pendant les longues heures passées sur ces chaises d'hôpital rigides. Sa BMW avait besoin d'essence, alors Marcus s'est arrêté à la station SoCo, sur Roosevelt Boulevard, dans la banlieue majoritairement blanche d'Abington Township. Il avait entendu parler d'une série de vols de dépanneurs dans la région au cours du mois précédent, mais n'y a pas prêté attention en insérant sa carte de crédit à la pompe numéro 3. Les lumières fluorescentes vives de la station projetaient des ombres dures sur le parking presque vide alors que Marcus commençait à faire le plein, son esprit toujours préoccupé par l'état de sa mère. C'est alors qu'il a remarqué pour la première fois la voiture de police qui tournait lentement autour du périmètre de la station, tel un requin flairant le sang dans l'eau. Les agents Thomas Brennan et Kyle Reynolds étaient partenaires depuis près de 3 ans. Tous deux des hommes blancs d'une trentaine d'années, avec des coupes en brosse et des expressions perpétuellement sévères. Ils s'étaient forgé une réputation au sein du département pour leur maintien de l'ordre agressif et affichaient les chiffres d'arrestation les plus élevés de leur circonscription. Leurs supérieurs louaient leur approche proactive, bien que plusieurs plaintes de la communauté aient été déposées contre rien qu'au cours de l'année écoulée. Tout avait été classé sans suite après examen interne. Brennan donna un coup de coude à Reynolds et fit un signe de tête vers Marcus. « Regarde-le. Il correspond à la description du vol du Wawa la semaine dernière. » Reynolds plissa les yeux à travers le pare-brise. Homme noir, corpulence moyenne, capuche relevée. Ça pourrait être notre homme. La description vague aurait pu correspondre à des milliers d'hommes à Philadelphie, mais cela ne semblait troubler aucun des agents. Alors qu'ils garaient leur voiture de patrouille directement derrière la BMW de Marcus, le bloquant, Marcus remarqua les agents s'approcher dans sa vision périphérique, leurs mains déjà posées sur leurs armes de service. Il avait vu ce scénario se dérouler d'innombrables fois dans sa salle d'audience, avait entendu les témoignages, avait lu les rapports. Maintenant, cela lui arrivait à lui. Il prit une profonde inspiration et se rappela de rester calme. « Bonsoir, agent, » dit Marcus d'une voix égale, replaçant le pistolet à essence et revissant son bouchon de réservoir. « Y a-t-il un problème ?» L'agent Brennan s'avança, sa posture large et autoritaire. « Nous avons reçu des signalements d'activité suspectes dans cette zone. Ça vous dérangerait de nous dire ce que vous faites ici ?» La question était absurde, étant donné que Marcus était clairement en train de faire le plein, mais il reconnut la tactique pour ce qu'elle était. « Je fais juste le plein en rentrant de l'hôpital. Ma mère a subi une opération. »« Laissez-moi voir une pièce d'identité, » exigea Brennan, sans tenir compte de l'explication de Marcus. Marcus maintint le contact visuel avec l'agent. « Puis-je vous demander pourquoi ? » ?»« Je fais simplement le plein. » L'expression de Brennan se durcit. « Vous correspondez au signalement d'un suspect dans un récent vol. Carte d'identité maintenant. » Marcus haussa un sourcil. Quelle est exactement cette description, au-delà de l'homme noir ? Cette question irrita visiblement les deux agents. Reynolds s'approcha. « Monsieur, nous avons besoin que vous vous conformiez immédiatement à nos instructions. » Marcus connaissait ses droits, mais il connaissait aussi le danger de la situation. « Je prends mon portefeuille, » dit-il clairement, déplaçant lentement sa main vers sa poche arrière. « Mon nom est Marcus Holloway. Je suis juge à la Cour des plaids communs du comté de Philadelphie. » Les agents échangèrent des regards, et Brennan laissa échapper un petit rire. « Bien sûr. Et moi, je suis le commissaire de police. »
Avant que Marcus ne puisse sortir son portefeuille, Brennan le saisit par le bras et le plaqua contre le flanc de sa voiture. La violence soudaine choqua Marcus, sa joue pressée durement contre le métal froid de sa BMW. « Que faites-vous ? C'est absolument inutile. » Brennan tordit les bras de Marcus derrière son dos tandis que Reynolds gardait la main sur son arme. « Arrêtez de résister » cria Brennan, bien que Marcus ne se débattait pas. « Je ne résiste pas » dit Marcus à travers des dents serrées alors que les menottes s'enfonçaient dans ses poignets. « C'est une erreur. Ma carte d'identité judiciaire est dans mon portefeuille. » « Oui, nous vérifierons ça au poste, » dit Reynolds avec dédain, commençant à fouiller les poches de Marcus sans son consentement. Une jeune femme blanche à une pompe voisine avait sorti son téléphone et enregistrait toute l'interaction. « Est-ce vraiment nécessaire ?» cria-t-elle. « Il fait juste le plein. »« Madame, veuillez reculer » ordonna Reynolds, sans la regarder. « C'est une affaire de police. » Le gérant de nuit de la station-service, un homme sud-asiatique d'âge moyen nommé Patel, se précipita de derrière le comptoir. « Agent, je connais cet homme. Il vient souvent ici. C'est un client régulier, un juge. Monsieur, retournez à l'intérieur, ou vous interférerez avec une affaire de police, » aboya Brennan, guidant déjà Marcus menotté vers leur voiture de patrouille. Marcus croisa le regard de M. Patel. « Veuillez appeler Diane Chin au tribunal. Dites-lui ce qui se passe. » Patel hocha frénétiquement la tête, reculant alors que les agents ouvraient la porte arrière de leur véhicule. Marcus ressentit l'ultime indignité lorsqu'ils lui poussèrent la tête et le forcèrent à l'arrière comme un criminel ordinaire. À travers la vitre, il put voir d'autres personnes se rassembler, téléphone à la main, tandis que les agents montaient à l'avant. « C'est une erreur, » dit Marcus à nouveau, son tempérament judiciaire luttant contre une colère montante. « Vous faites une très grave erreur. »« Ils disent tous ça, » répondit Reynolds, mettant la voiture en marche. Alors qu'il s'éloignait de la station-service, Marcus regarda sa BMW rapetissée au loin, ainsi que sa dignité et ses droits constitutionnels. Le trajet jusqu'au poste de police d'Abington Township prit moins de 10 minutes, mais pour Marcus, il s'étira en une éternité d'humiliation et d'incrédulité. Chaque bosse sur la route enfonçait les menottes inconfortables plus profondément dans ses poignets, un rappel physique de son impuissance soudaine. Depuis le siège avant, les agents Brennan et Reynolds discutaient tranquillement, comme s'ils transportaient des courses plutôt qu'un être humain. « On en a un autre qui prétend être important », dit Brennan avec un petit rire. La semaine dernière, c'était un type qui disait être le cousin du maire. Reynolds renifla. « Tu te souviens de cette dame qui disait être neurochirurgienne ? Il s'est avéré qu'elle avait 3 mandats d'arrêt. » Marcus garda le silence, sachant que tout ce qu'il dirait serait déformé ou ignoré. Il avait vu suffisamment de cas pour comprendre que ce moment n'était pas une question de raison ou de fait. Le poste était un bâtiment de briques trapues, avec un éclairage fluorescent cru qui semblait conçu pour dépouiller l'humanité. Ils se garèrent sur un emplacement réservé près de l'entrée arrière, à l'abri des regards. Quand ils le tirèrent de la voiture, Marcus redressa le dos, déterminé à conserver toute dignité qui lui restait. À l'intérieur, la zone de fichage bourdonnait de l'efficacité banale de la déshumanisation systématique. Le sergent d'enregistrement, un homme corpulent aux cheveux clairsemés et à l'air renfrogné permanent, leva à peine les yeux lorsqu'ils entrèrent. « Nous avons un flâneur de station-service qui correspond au suspect du vol de Wawa », annonça Brennan, poussant Marcus en avant. « Il prétend être un juge. » Cette dernière partie suscita des ricanements de 2 autres agents remplissant des formulaires à proximité. Le sergent leva enfin les yeux, parcourut rapidement Marcus du regard avant de revenir à son écran d'ordinateur. « Non » demanda-t-il platement. « Marcus Holloway » répondit Marcus, sa voix portant l'autorité pratiquée de sa salle d'audience. « Je suis juge à la Cour des plaids communs du comté de Philadelphie, et j'exige mon coup de téléphone immédiatement. » L'expression du sergent ne changea pas. « Bien sûr. Videz vos poches sur le comptoir. » Marcus resta immobile. « J'aimerais d'abord passer mon coup de téléphone, comme c'est mon droit. » Cette petite affirmation de connaissance constitutionnelle sembla irriter tout le monde dans la pièce. Le sergent se leva. « Écoutez, mon pote, ça se passera beaucoup mieux si vous coopérez. Videz vos poches. Nous prendrons vos empreintes, et ensuite, peut-être que vous pourrez passer votre appel. » Marcus comprit le jeu qui se jouait.
Il retardait délibérément son appel pour l'empêcher de contacter quiconque pourrait vérifier son identité. Toujours menotté, il ne pouvait de toute façon pas vider ses poches. « Je ne peux pas vider mes poches tant que je suis immobilisé », fit-il remarquer. « Et je connais mes droits. J'ai droit à un appel téléphonique dès mon fichage. » Brennan s'avança, retirant brusquement les menottes. « Voilà. Maintenant, videz vos poches comme le sergent l'a demandé. » Le soulagement physique de se faire retirer les menottes fut éclipsé par le poids psychologique de la situation. Marcus plaça méthodiquement ses affaires sur le comptoir, portefeuille, clés, téléphone, reçu de stationnement d'hôpital, un rouleau de menthe à moitié mangé. Le sergent ramassa le portefeuille et l'ouvrit, son expression inchangée alors qu'il examinait le permis de conduire de Marcus. Il feuilleta les autres cartes sans commentaire, même lorsqu'il tomba sur la carte d'identité judiciaire, avec le sceau de l'État clairement visible. « Enlevez votre ceinture et vos chaussures », ordonna Beau, le sergent, mettant le portefeuille de côté. Marcus obtempéra, le froid du sol transperçant ses chaussettes. Chaque objet retiré lui semblait une autre part de son humanité dépouillée. Il pensa aux innombrables accusés qui se tenaient au même endroit, beaucoup sans sa connaissance de la loi, beaucoup sans ressources ni relations. Combien avaient été traités par ce même système déshumanisant, sans personne pour témoigner de l'érosion de leur dignité? Un jeune agent s'approcha de la zone de fichage, portant une tasse de café. Il jeta un coup d'œil à Marcus, puis fit un double regard visible. « Juge Holloway » demanda-t-il, sa voix incertaine. Le silence tomba dans la pièce. Marcus reconnut le jeune agent noir, mais ne put le situer. « Oui, agent. Jackson, monsieur. Daryl Jackson. Vous avez donné une conférence à l'Académie l'année dernière. Droit constitutionnel lors des arrestations. Il regarda ses collègues, manifestement mal à l'aise. « Tout va bien ici ?» Le comportement du sergent changea légèrement. « Vous connaissez ce type, Jackson ?» L'agent Jackson hocha la tête. « Oui, monsieur. C'est définitivement un juge. J'ai assisté à sa conférence sur les procédures d'arrestation appropriées et les protections constitutionnelles. » L'ironie n'échappa à personne dans la pièce. Le sergent regarda de nouveau la pièce d'identité de Marcus. Cette fois, examinant la carte judiciaire plus attentivement, son visage pâlit légèrement. L'agent Jackson s'approcha du sergent et lui chuchota quelque chose. Le sergent décrocha immédiatement son téléphone et composa une extension. « Capitaine, vous devez descendre à l'enregistrement maintenant. » En quelques minutes, l'atmosphère dans le poste avait complètement changé. Le capitaine William Preston, un homme grand aux cheveux poivrés sel et à l'apparence soignée de quelqu'un qui passait plus de temps en conférence de presse qu'en voiture de patrouille, fit irruption dans la zone de fichage. Son visage afficha le choc en voyant Marcus. « Juge Holloway » dit-il, sa voix dégoulinant soudain d'une chaleur artificielle. « Il semble y avoir eu un terrible malentendu. » Marcus soutint son regard fixement. « En effet, capitaine, un malentendu sur les droits constitutionnels, les procédures policières appropriées et la dignité humaine fondamentale. » Le sourire du capitaine vacilla. « Reprenons immédiatement ces objets. Puis-je vous offrir un café? Peut-être pourrions-nous en discuter dans mon bureau. »« Non, merci, » répondit Marcus froidement. « Je préférerais suivre la procédure appropriée. Je crois avoir droit à un appel téléphonique. » Le capitaine hocha vigoureusement la tête. « Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez utiliser ma ligne privée si vous préférez. »« Le téléphone normal du poste sera très bien, » insista Marcus. « Je ne voudrais aucun traitement de faveur. » Ceci fut prononcé avec juste assez d'emphase pour faire grimacer le capitaine. Alors que Marcus était conduit au téléphone, il remarqua que les agents Brennan et Reynolds étaient convoqués dans ce qu'il présumait être le bureau du capitaine. À travers les fenêtres vitrées, il pouvait voir des gestes animés et des postures défensives. Ils construisaient déjà leur récit, créant l'histoire qui protégerait le département et justifierait leurs actions. Marcus ne composa pas le numéro d'un avocat, mais celui de sa collègue, la juge Diane Chen, qui traitait les affaires de faute policière. Il garda une voix mesurée en expliquant la situation, conscient que l'agent Jackson planait à proximité, visiblement déchiré entre la loyauté envers son département et son respect évident pour Marcus. Pendant qu'il parlait avec la juge Chen,
Marcus observa le poste se transformer autour de lui. La nouvelle s'était répandue rapidement, et les agents chuchotaient entre eux, jetant des regards nerveux dans sa direction. Le sergent, qui avait rejeté son identifiant judiciaire, tapait maintenant frénétiquement sur son ordinateur, documentant probablement tout pour se protéger. Dans le bureau du capitaine, la discussion était devenue plus animée. Reynolds pointait du doigt de manière expressive, tandis que Brennan restait les bras croisés, le visage figé. Le capitaine Preston était au téléphone, sa main libre frottant son front en signe de détresse évidente. Lorsque Marcus eut terminé son appel, ses affaires avaient été rassemblées et placées dans un sac en plastique, sa ceinture et ses chaussures rendues. Le capitaine Preston sortit de son bureau, son sourire professionnel de retour, mais la tension se lisant autour de ses yeux. « Juge Holloway, je tiens à m'excuser personnellement pour cet incident regrettable. Les agents Brennan et Reynolds réagissaient à une série de vols dans la région et faisaient simplement preuve de vigilance. » Marcus accepta ses affaires, mais pas l'excuse. « La vigilance ne justifie pas les violations constitutionnelles, capitaine. Comme vous en êtes certainement conscient, la correspondance à une description exige des caractéristiques d'identification plus spécifiques que simplement homme noir en point. » Le sourire du capitaine se crispa. « Oui, eh bien, dans le feu de l'action, les agents doivent prendre des décisions en une fraction de seconde. »« Et ces décisions ont des conséquences, » répondit Marcus calmement. « Je refuserai de signer toute déclaration ou renonciation. J'attends qu'un rapport complet de cet incident soit déposé, sans altération. » Avant que le capitaine ne puisse répondre, l'agent Jackson s'approcha timidement. « Monsieur, votre voiture est toujours à la station Sonoco. Je serais ravi de vous raccompagner. » Marcus hocha la tête, reconnaissant l'intégrité du jeune agent. Alors qu'il se préparait à partir, Marcus remarqua que son téléphone vibrait de notifications. La vidéo de la station-service avait déjà été mise en ligne sur les réseaux sociaux et se propageait rapidement. Au matin, tout le monde saurait ce qui était arrivé au juge Marcus Holloway. Et à l'insu des agents Brennan et Reynolds, leurs actions de cette nuit auraient des conséquences qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Alors que Marcus sortait du poste, sa dignité intacte mais sa foi dans le système ébranlée, il savait déjà ce que demain apporterait. Parfois, la justice arrivait de manière inattendue. Marcus se tenait dans l'allée de sa maison coloniale de Chestnut Hill, regardant la voiture de patrouille de l'agent Jackson disparaître au coin de la rue. L'ironie ne lui échappait pas, être raccompagné par le même département de police qui venait de violer ses droits. Le quartier était calme, la plupart des maisons sombres, à l'exception des lumières des porches. Madame Abernathy, sa voisine, promenait son terrier et dissimulait mal sa surprise en voyant l'apparence échevelée de Marcus. Il leva la main pour la saluer, douloureusement conscient de l'image que cette scène pouvait donner. Un homme noir en vêtements décontractés, l'air négligé dans un quartier aisé et majoritairement blanc. Serait-elle l'une de ses voisines qui appellerait la police, signalant une personne suspecte? La pensée lui noua l'estomac. Sa clé tourna dans la serrure, et Marcus pénétra dans la chaleur de sa maison. L'odeur familière de vanille et de cannelle des bougies de Vanessa aurait dû être réconfortante. Mais ce soir, même la maison semblait différente. « Papa » la voix de Jamal traversa ses pensées, alors que son fils de 17 ans se précipitait du salon, téléphone à la main. Derrière lui, Zora, 14 ans, apparut dans le couloir, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Nous avons vu la vidéo » dit Jamal, la voix serrée de colère. « Elle est partout en ligne. » Marcus posa ses affaires et étreignit ses enfants, les serrant plus fort que d'habitude. Par-dessus leur tête, il vit Vanessa émerger de la cuisine, son expression analytique d'avocate luttant contre l'inquiétude d'une épouse. « Es-tu blessé » demanda-t-elle, ses yeux le scrutant à la recherche de blessures. « Physiquement, non » répondit Marcus honnêtement. Il guida sa famille vers le salon, où les informations locales passaient silencieusement à la télévision. Effectivement, des images granuleuses filmées au téléphone portable de son arrestation passaient, avec la légende, un juge de Philadelphie arrêté à une station-service. Ils s'installèrent sur le canapé sectionnel, les enfants pressés contre lui, comme si leur proximité pouvait le protéger rétroactivement. « Je peux déposer une injonction d'urgence dès demain matin, » dit Vanessa, son esprit d'avocate élaborant déjà des stratégies. « Nous pouvons avoir une plainte pour violation des droits civiques prête avant midi. J'appellerai Michael à la clue. » Marcus secoua lentement la tête. « Pas encore. » Les sourcils de Vanessa se haussèrent.
Marcus, ils ont agressé un juge en fonction. C'est le cas de profilage racial le plus flagrant que j'ai vu depuis des années. Nous devons agir tant que l'indignation publique est forte. J'ai quelque chose de différent en tête, répondit Marcus. Il se tourna vers ses enfants, voyant la peur et la colère dans leurs yeux. C'était la réalité d'être noir en Amérique dont il avait essayé de les protéger, tout en les y préparant. Vous souvenez-vous de la conversation que nous avons eue quand vous avez commencé à conduire, demanda-t-il à Jamal. Son fils hocha solennellement la tête. Gardez vos mains visibles. Ne faites pas de mouvements brusques. Dites oui, monsieur, non, monsieur. Demandez la permission avant de prendre quoi que ce soit, récita Jamal machinalement. Obtenez toujours leur numéro d'insigne, ajouta Zora doucement. Marcus sentit sa poitrine se serrer. Quel genre de pays forçait les parents à donner de telles instructions à leurs enfants? J'ai suivi toutes ces règles ce soir, leur dit-il. J'ai été respectueux. Je me suis identifié. J'ai bougé lentement, et ça n'a pas eu d'importance. Zora posa sa tête sur son épaule. Parce qu'ils ne vous ont pas vu comme un juge. Ils ont juste vu un homme noir, acheva Marcus pour elle, et dans leur esprit, c'était suffisant pour justifier la suspicion. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois un appel du juge en chef Araman de leur district judiciaire. Marcus s'excusa pour le prendre dans son bureau à domicile. Marcus, je viens de voir les nouvelles. C'est scandaleux, commença le juge en chef sans préambule. J'ai déjà appelé le commissaire de police et le maire. Il m'assure qu'il y aura une enquête complète. Merci, Richard, répondit Marcus en s'enfonçant dans son fauteuil en cuir. J'apprécie votre soutien. Bien sûr. Prenez un peu de repos. Je réaffecterai vos dossiers pour la semaine. En fait, dit Marcus, je préférerais conserver mon emploi du temps, en particulier le rôle de demain. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Êtes-vous certain que personne ne remettrait en question le fait que vous preniez quelques jours? Je suis certain, plus que jamais, que je dois être sur ce banc demain. Après avoir terminé l'appel, Marcus ouvrit son ordinateur portable. La vidéo était effectivement devenue virale, avec des centaines de milliers de vues déjà. Les commentaires allaient de l'indignation aux justifications racistes habituelles. Les chaînes d'information câblées avaient repris l'histoire, avec des analystes juridiques débattant des implications du profilage et de l'arrestation d'un juge. Sa boîte de réception était inondée de demandes d'interviews et de messages de soutien de collègues. Le téléphone sonna à nouveau, sa mère appelant de sa chambre d'hôpital. Elle avait vu les nouvelles à sa télévision. « Marcus, mon chéri, tu vas bien ?» Sa voix était faible mais déterminée. « Je vais bien, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentre-toi sur ton rétablissement. Ne me dis pas de ne pas m'inquiéter, le réprimanda-t-elle, avec une pointe de son esprit habituel. Je manifestais pour les droits civiques avant ta naissance. Certaines choses ne changent jamais, n'est-ce pas? Non, convint Marcus doucement. Certaines choses ne changent pas. Après l'avoir rassuré et lui avoir promis de lui rendre visite demain, Marcus raccrocha et s'assit dans l'obscurité de son bureau, entouré de livres de droit et de photographies encadrées documentant sa carrière. Son serment judiciaire était accroché au mur en face de son bureau, les mots semblant soudain à la fois plus importants et plus creux que jamais. De sa bibliothèque, il tira plusieurs volumes sur l'éthique judiciaire et la jurisprudence. Il y avait quelque chose qu'il devait rechercher, une question de récusation et de bienséance judiciaire. Alors qu'il feuilletait la jurisprudence, Vanessa apparut à la porte avec une tasse de thé. « Les enfants dorment enfin, dit-elle, posant la tasse à côté de lui. Jamal voulait rester éveillé et t'aider à préparer une affaire contre les agents. Marcus sourit faiblement. Tel père, telle mère. Vanessa s'assit sur le bord de son bureau. Que prévois-tu, Marcus? Je connais ce regard. Je viens de vérifier le rôle de demain, dit-il en tournant l'écran de son ordinateur vers elle. Le juge Sanderson devait entendre une audience sur la faute policière impliquant des agents du district d'Abington Township. Vanessa parcourut l'écran, ses yeux s'écarquillant. Le même district que tes agents qui t'ont arrêté. Marcus hocha la tête. Et le juge Sanderson vient de se déclarer malade avec un grave cas d'intoxication alimentaire. Devine qui est le suivant dans la rotation pour prendre ses dossiers. La compréhension se fit jour sur le visage de Vanessa,
suivi d'inquiétude. Marcus, l'apparence de conflit sera abordée, conclut-il. J'ai fait des recherches sur les précédents. Il n'y a pas d'exigence absolue de récusation dans cette situation, d'autant plus que mon affaire et celle au rôle sont techniquement des questions distinctes. Techniquement, souligna Vanessa. Vous savez, le syndicat de la police va contester cela. Qu'il le fasse, dit Marcus, sa voix se durcissant légèrement. Pour une fois, laissons le système fonctionner comme il est censé le faire. Alors que minuit approchait, Marcus monta enfin prendre une douche. L'eau chaude ne pouvait pas effacer le souvenir du béton contre sa joue, ni des menottes en métal mordant ses poignets. Il examina son corps dans le miroir, notant les ecchymoses qui commençaient à se former là où l'agent Brennan avait saisi ses bras, des preuves physiques. En tant que juge, il avait entendu d'innombrables témoignages d'hommes noirs sur des expériences similaires. Combien avait-il vraiment cru? Était-il devenu trop à l'aise dans sa position d'autorité, trop éloigné de la réalité à laquelle sont confrontés ceux qui n'ont pas de carte d'identité judiciaire? En tant que jeune étudiant en droit à l'université Howard, il était passionné par la réforme du système de l'intérieur. Quelque part en chemin, était-il devenu partie intégrante de ce système? Que feriez-vous si vous étiez le juge Holloway? Vous récuseriez-vous de l'affaire, ou utiliseriez-vous votre position pour garantir la justice? Commentez le numéro 1 si vous pensez qu'il devrait se récuser pour éviter tout conflit d'intérêts, ou le numéro 2 si vous pensez qu'il devrait présider l'affaire et tenir ses agents responsables. Appuyez sur le bouton j'aime si vous avez déjà été témoin ou victime de profilage racial, et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté luttant pour la justice à travers la narration. Maintenant, voyons ce que le juge Holloway décide de faire avec cette opportunité inattendue de confronter le racisme systémique depuis le banc. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur Philadelphie, alors que les agents Thomas Brennan et Kyle Reynolds arrivaient au poste pour leur service. Ils avaient passé une nuit agitée, mais pas à cause de la culpabilité. Leur inquiétude était purement bureaucratique. Y aurait-il des conséquences administratives suite à l'incident avec le juge? Le capitaine Preston leur avait assuré que cela serait géré, que le département ferait bloc comme toujours. Un congé administratif avec salaire, au pire, avait-il promis. Pourtant, la vidéo virale compliquait les choses. Alors qu'ils enfilaient leurs uniformes, leurs téléphones vibrèrent simultanément avec un message à l'échelle du département. Tous les agents impliqués dans des affaires de faute professionnelle en cours, présentez-vous au tribunal du comté de Philadelphie, salle d'audience 4B, 10 heures. Présence obligatoire. Reynolds jeta un coup d'œil à Brennan. C'est nous avec la plainte de Johnson, n'est-ce pas? Brennan hocha la tête, boutonnant sa chemise. Audience de routine. C'est Sanderson qui préside. Il se range toujours du côté du département. Le sergent passa la tête dans le vestiaire. Brennan, Reynolds, le capitaine veut vous voir avant que vous ne partiez pour le tribunal. Dans le bureau du capitaine, Preston avait l'air inhabituellement tendu. Juste une formalité aujourd'hui, le rassura-t-il, redressant des papiers qui n'en avaient pas besoin. La plainte de Johnson est sans fondement. L'homme résistait clairement, et vous avez suivi le protocole. Les agents hochèrent la tête avec confiance. Ils avaient déjà connu cette danse. Plainte civile. Les affaires internes enquêtent. Rien ne se passe. Le système fonctionnait exactement comme prévu. Répondez juste directement aux questions. Tenez-vous en haut libellé du rapport, et rappelez-vous que votre formation était adéquate, continua Preston. Qu'en est-il de la nuit dernière, demanda Reynolds, ce juge. Preston fit un geste de la main dédaigneux. C'est traité au niveau du commissaire. C'est une toute autre affaire. En partant pour le tribunal, Brennan donna un coup de coude à Reynolds. Peut-être que nous verrons le juge vouloir déposer sa plainte pendant que nous sommes là. Ils rirent, ignorant ce qui les attendait. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Marcus Holloway entra dans le palais de justice par l'entrée privée des juges. Les gardes de sécurité, qui le connaissaient depuis des années, étaient inhabituellement empressés ce matin. « Heureux de vous voir, juge Holloway, dit Jackson, le garde principal. J'ai vu les nouvelles. Honteux la façon dont ils vous ont traité. » Marcus le remercia d'un hochement de tête et continua vers ses chambres. Le palais de justice bourdonnait déjà de murmures et de regards furtifs. Sa robe judiciaire était accrochée au dos de sa porte, le tissu noir semblant soudain plus significatif que jamais.
Un coup frappa à sa porte, la juge Diane Chin entra sans attendre de réponse, refermant fermement la porte derrière elle. Vous auriez dû m'appeler dès qu'ils vous ont interpellé, dit-elle sans préambule. En tant que sa plus proche collègue au banc et une juriste formidable à part entière, Chin ne mâchait jamais ses mots. J'entends dire que vous prenez le rôle de Sanderson aujourd'hui. Marcus hocha la tête, rangeant des dossiers sur son bureau. Intoxication alimentaire, apparemment. Chin croisa les bras. Y comprit l'audience sur la faute professionnelle d'Abington Township. Marcus, l'apparence de conflit est une chose que j'ai examinée attentivement, conclut-il. J'ai revu les lignes directrices d'éthique judiciaire. Il n'y a pas d'exigence technique de récusation. Technique, fit-elle écho, tout comme Vanessa l'avait fait. Le syndicat de la police va faire un scandale. Qu'il le fasse, dit Marcus, croisant son regard. Diane, quand la dernière fois un officier a-t-il fait face à de réelles conséquences dans votre salle d'audience ou la mienne? Chin ne répondit pas immédiatement. Ils connaissaient tous les deux les statistiques. Les affaires de faute policière entraînaient rarement des mesures disciplinaires significatives. Vous marchez sur une corde raide, dit-elle finalement. Je sais, reconnut Marcus. Mais parfois, la justice l'exige. Chin l'étudia un instant, puis hocha la tête. Je serai dans la salle d'audience 3 si vous avez besoin de renfort. En arrivant à la porte, elle se retourna. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez raison. Soyez juste prudent. Après son départ, la greffière de Marcus entra avec les dossiers du jour. L'affaire d'Abington Township a des dépôts de dernière minute, votre honneur, dit-elle, plaçant un épais dossier sur son bureau. Et il y a eu un intérêt médiatique inhabituel. Merci, Sophia. Veuillez vous assurer que la sécurité du tribunal est préparée. Marcus ouvrit le dossier, étudiant la plainte déposée par Antoine Johnson, un homme noir de 24 ans qui alléguait un usage excessif de la force et un profilage racial lors d'un contrôle routier. Les agents nommés dans la plainte, Thomas Brennan et Kyle Reynolds. Marcus ressentit un frisson de reconnaissance. Les mêmes agents qu'il avait arrêtés la nuit dernière. Il examina l'enquête des affaires internes, qui avait, comme on pouvait s'y attendre, blanchi les agents, malgré des déclarations de témoins confirmant le récit de Johnson. En annexe se trouvaient des dossiers personnels montrant 5 plaintes précédentes contre Brennan et 7 contre Reynolds, toutes classées sans suite ou jugées infondées. Le schéma était clair pour quiconque voulait le voir. Une frappe à la porte annonça Sandra Whitman, la procureure de district, chargée de poursuivre les affaires de faute policière. Elle entra avec précaution, son expression suggérant qu'elle préférait être ailleurs. Juge Holloway, commença-t-elle, à propos de l'audience d'aujourd'hui. Bonjour, Madame Whitman, répondit Marcus professionnellement. Je suppose que vous êtes ici pour discuter de ma récusation. Elle hocha la tête, manifestement mal à l'aise. Compte tenu de l'incident de la nuit dernière, le département a des inquiétudes quant à l'impartialité. J'ai examiné les directives éthiques en profondeur, dit Marcus. Il n'y a pas d'exigence absolue de récusation. L'affaire devant le tribunal aujourd'hui implique des faits différents et des parties différentes de ma situation personnelle. Mais les mêmes agents, fit remarquer Whitman, et le même poste. En effet, reconnut Marcus, ce qui me donne un aperçu pertinent des pratiques du département. Il se leva, signalant que la conversation touchait à sa fin. J'entendrai toute motion formelle de récusation en audience publique, Madame Whitman. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me préparer. Alors qu'elle partait, Marcus remarqua l'horloge, près de 10 heures. Il enfila sa robe judiciaire, en ressentant le poids différemment aujourd'hui. Ce vêtement qui avait toujours représenté l'autorité et le respect lui semblait maintenant une armure pour la bataille à venir. Il rassembla les dossiers et se dirigea vers la salle d'audience, chaque pas délibéré et mesuré. Le couloir devint silencieux alors qu'il passait devant le personnel du tribunal et les avocats, observant avec une curiosité non dissimulée. Devant la salle d'audience 4B, une foule s'était rassemblée, des journalistes avec des badges de presse, des militants communautaires avec des insignes et des pancartes, des policiers en uniforme debout en signe de solidarité. Marcus fit un signe de tête à l'huissier, qui ouvrit les lourdes portes en bois. La salle d'audience était bondée au-delà de sa capacité. Antoine Johnson était assis avec son défenseur public à une table. À l'autre, les agents Brennan et Reynolds conféraient avec leur avocat syndical, le dos tourné à l'entrée.
La voix de l'huissier retentit. Tout le monde debout. La cour des plaids communs du comté de Philadelphie est maintenant en session. L'honorable juge Marcus Holloway préside. Alors que Marcus montait au banc, il vit la reconnaissance se faire jour sur les visages des agents. Brennan se figea au milieu d'une phrase, la bouche légèrement ouverte. Reynolds pâlit visiblement, ses yeux jetant un regard paniqué à son avocat. L'avocat syndical sembla confus par les réactions de son client, jusqu'à ce qu'il relie le nom du juge à la vidéo virale. Marcus s'assit, rangeant ses dossiers avec un calme exercé, malgré l'électricité dans l'air. « Asseyez-vous » ordonna-t-il à la salle d'audience. Alors que la foule se calmait, la tension restait palpable. Marcus regarda directement les agents Brennan et Reynolds, les mêmes hommes qui lui avaient pressé le visage contre une voiture 14 heures plus tôt. « Bonjour » dit-il, sa voix ferme et autoritaire. « Nous sommes ici pour l'affaire Johnson contre le département de police d'Abington Township, une plainte pour faute professionnelle et usage excessif de la force. » Il fit une pause, laissant la circonstance extraordinaire s'installer dans la salle d'audience. Avant de poursuivre, je dois reconnaître que je connais les agents Brennan et Reynolds d'une rencontre personnelle la nuit dernière, que certains d'entre vous ont peut-être vu rapporter dans les médias. La salle d'audience éclata en murmures. L'avocat syndical se leva d'un bond. Votre honneur, à la lumière de cet aveu, nous demandons respectueusement votre récusation immédiate de cette affaire. Marcus avait anticipé cela. Votre objection est notée, conseiller. J'entendrai les arguments formels sur cette motion sous peu. Il se tourna vers Antoine Johnson, un jeune homme dont l'expression reflétait l'incrédulité face à ce tour inattendu des événements. Monsieur Johnson, êtes-vous prêt à procéder aujourd'hui? Johnson hocha la tête, toujours en train de digérer ce qui se passait. Oui, votre honneur. Marcus s'adressa à toute la salle d'audience. Soyons clairs. La justice doit non seulement être rendue, mais doit être vue comme rendue. La question qui se pose à nous est de savoir si je peux présider cette affaire avec impartialité. Je crois que je le peux, mais j'entendrai les arguments contraires. Il fit un signe de tête à l'avocat syndical. Vous pouvez présenter votre motion de récusation. Alors que l'avocat s'approchait du pupitre, Marcus put voir les agents Brennan et Reynolds se chuchoter des choses de toute urgence. Ils ne ressemblaient en rien aux hommes confiants et agressifs de la station-service. Maintenant, dans leurs yeux, Marcus reconnut quelque chose qu'il avait vu d'innombrables fois depuis son banc, la réalisation soudaine et choquante que les actions ont des conséquences, et que parfois la justice arrive sous des formes inattendues. L'avocat du syndicat de la police, Maxwell Gordon, s'approcha du pupitre avec l'assurance d'un homme habitué à gagner. Ses cheveux argentés et son costume sur mesure projetaient l'autorité, mais la situation inattendue l'avait manifestement ébranlé. « Votre honneur » commença-t-il, sa voix portant dans la salle d'audience désormais silencieuse, « compte tenu de votre interaction personnelle avec mes clients la nuit dernière, il existe un potentiel clair de partialité dans cette procédure. Le canon judiciaire 3 exige la récusation lorsque l'impartialité d'un juge pourrait raisonnablement être mise en question. » Marcus écoutait attentivement, son expression neutre. « La simple apparence d'impropriété nécessite votre récusation, » continua Gordon. De plus, votre connaissance personnelle de faits probants contestés concernant ces officiers crée un conflit insurmontable. Lorsque Gordon eut terminé, Marcus se tourna vers l'avocate de la défense publique. Madame Rivera, votre réponse à la motion? Gabriella Rivera se leva, sa mallette usée et son costume de grand magasin contrastant fortement avec l'apparence soignée de Gordon. Votre honneur, nous nous opposons à la motion de récusation. L'incident vous concernant, vous et ses officiers, est distinct de notre affaire. Si quoi que ce soit, il fournit un contexte précieux sur la conduite des officiers. Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. La magistrature n'exige pas la récusation simplement parce qu'un juge a des connaissances pertinentes. Selon cette norme, aucun juge ayant de l'expérience en droit pénal ne pourrait jamais présider une affaire pénale. Marcus hocha la tête. Merci, conseillère. Il se tourna vers la procureure de district. Madame Whitman, en tant que procureur, quelle est votre position? Sandra Whitman se leva à contre-cœur. Le Commonwealth ne prend aucune position sur la récusation, votre honneur. Nous nous en remettons au jugement du tribunal sur les questions d'éthique judiciaire. Marcus savait que cette non-réponse reflétait la réticence du bureau du procureur à défier la police de manière significative.
Il prit un moment pour réfléchir, bien que sa décision ait été prise des heures auparavant après des recherches minutieuses. La motion de récusation est rejetée, annonça-t-il fermement. Gordon protesta immédiatement. Votre honneur, c'est sans précédent. Vous avez été personnellement impliqué dans une altercation avec ces officiers. Marcus leva la main. Monsieur Gordon, soyez clair. La justice est censée être aveugle, mais cette cécité fait référence à l'impartialité, pas à l'ignorance. Mon expérience ne me disqualifie pas. Au contraire, elle fournit un aperçu pertinent des pratiques policières qui peuvent avoir une incidence directe sur cette affaire. Il se pencha légèrement en avant. Tout au long de notre histoire judiciaire, les juges ne se sont pas récusés simplement parce qu'ils avaient des connaissances pertinentes pour la procédure. Selon votre logique, un juge qui aurait subi une faute médicale ne devrait jamais entendre une affaire de faute professionnelle, ou un juge qui aurait été témoin de discrimination ne devrait jamais entendre une affaire de discrimination. La salle d'audience resta absolument silencieuse pendant que Marcus continuait. Le serment judiciaire nous oblige à rendre la justice sans égard aux personnes. Il ne nous oblige pas à rendre la justice sans égard à la réalité. Je suis parfaitement capable de séparer mon expérience personnelle des faits de cette affaire spécifique. Gordon semblait prêt à objecter à nouveau, mais Marcus continua, « Votre objection est conservée pour le dossier, conseiller. Nous allons procéder à l'audience. » Il se tourna vers Madame Rivera. « Vous pouvez appeler votre premier témoin. » Rivera hocha la tête. Le plaignant appelle Antoine Johnson. Un jeune homme noir, en chemise et cravate impeccable, s'approcha de la barre des témoins. Après avoir prêté serment, il s'assit nerveusement, les yeux allant du juge aux agents qui l'avaient arrêté. « Monsieur Johnson, commença Rivera. Veuillez raconter à la cour votre rencontre avec les agents Brennan et Reynolds le 14 mars de cette année. » Johnson s'éclaircit la gorge. « Je rentrais chez moi après mon quart de nuit à l'hôpital. Je suis aide-soignant. Il était environ 23h30 quand j'ai remarqué une voiture de police qui me suivait. Je ne dépassais pas la vitesse autorisée, mais ils m'ont suivi pendant environ 5 pâtés de maison avant d'allumer leur gyrophare. » Alors que Johnson décrivait avoir été interpellé pour un feu arrière prétendument cassé, ce que les dossiers des mécaniciens confirmèrent plus tard être en parfait état de fonctionnement, Marcus nota les similitudes avec d'innombrables autres affaires qu'il avait entendues, la raison vague de l'arrêt, l'agression immédiate, l'escalade lorsque le citoyen remettait en question les actions de l'agent. « Ils m'ont demandé d'où je venais, où j'allais, » continua Johnson. « Quand j'ai demandé pourquoi j'avais été arrêté, l'agent Brennan m'a dit d'arrêter d'être difficile. Ils m'ont ordonné de sortir de la voiture, on dit qu'ils sentaient de la marijuana. » Johnson secoua la tête. « Je ne consomme pas de drogue. Je leur ai dit qu'ils pouvaient fouiller la voiture, mais que je voulais qu'ils me disent d'abord pourquoi j'étais arrêté. »« Que s'est-il passé ensuite ?» demanda Rivera. « L'agent Reynolds m'a attrapé le bras et m'a tiré hors de la voiture, » dit Johnson, la voix serrée. « Ils m'ont poussé contre le capot, m'ont menotté. L'agent Brennan n'arrêtait pas de dire que je résistais, mais je ne me battais pas du tout. Ils ont fouillé ma voiture et n'ont rien trouvé, mais ils m'ont quand même emmené pour résistance à l'arrestation et obstruction. » Après le témoignage de Johnson, Rivera appela un témoin qui avait enregistré une partie de l'incident. La vidéo de téléphone portable montrait Johnson debout calmement alors qu'il était menotté, contredisant directement le rapport écrit des agents, qui affirmait qu'il avait été agressif et peu coopératif. Vint ensuite 2 plaignants précédents contre les mêmes agents, tous deux des hommes noirs qui décrivirent des scénarios presque identiques, raison vague d'être arrêtés, escalade immédiate, usage excessif de la force et fausses accusations qui furent ensuite abandonnées. Tout au long de ces témoignages, Marcus remarqua que les agents Brennan et Reynolds devenaient de plus en plus mal à l'aise. Ils chuchotaient constamment à leur avocat, qui semblait de plus en plus préoccupé. Lorsque Rivera présenta les images de la caméra corporelle des agents de l'arrestation de Johnson, la divergence entre leur rapport et la réalité devint indéniable. Les images montraient Johnson étant compliant tout au long de la rencontre, même si les agents devenaient de plus en plus agressifs. La caméra a bizarrement mal fonctionné après ce point, nota Rivera, alors que les images se terminaient brusquement au moment où Johnson était menotté. Commodément, au moment exact où M. Johnson était censé devenir agressif, le schéma était familier à tous les agents des forces de l'ordre, des dysfonctionnements de caméra lors de moments critiques d'escalade. Gordon objecta à plusieurs reprises tout au long de la procédure, mais chaque objection semblait plus faible que la précédente.
Le dossier de son client s'effondrait sous ses yeux. Marcus maintint une stricte impartialité dans ses décisions, accordant les objections quand elles étaient justifiées et les rejetant quand elles ne l'étaient pas. Personne ne pouvait prétendre qu'il laissait son expérience personnelle influencer son jugement, bien que les parallèles entre le cas de Johnson et le sien soient impossibles à ignorer. Juste avant la pause déjeuner, un visiteur inattendu entra dans la salle d'audience. M. Patel, le gérant de la station-service de la nuit dernière, se glissa sur une rangée de sièges arrière. Pendant la pause, il s'approcha de Rivera et lui montra quelque chose sur son téléphone. Lorsque l'audience reprit, Rivera eut une surprise. « Votre honneur, nous avons un témoin supplémentaire qui vient de se présenter avec des preuves pertinentes. » Marcus haussa un sourcil. « Procédez, conseillère. » Nous appelons Raj Patel à la barre. M. Patel s'approcha nerveusement, prêtant serment avec un léger tremblement dans la voix. Après avoir établi son identité en tant que gérant de la station Sonoco où Marcus avait été arrêté, Rivera demanda « Monsieur Patel, les agents Brennan et Reynolds fréquentent-ils votre station-service » ? « Oui, presque tous les soirs de leur patrouille, » confirma Patel. « Et avez-vous observé leurs interactions avec les clients » ? De nombreuses fois, hocha Patel. Ils interrogent souvent les clients noirs et métis, surtout les jeunes hommes, leur demandant ce qu'ils font là. C'est une station-service. Ils achètent de l'essence. Gordon objecta. Votre honneur, ce témoignage sur des incidents sans rapport et hors de propos est préjudiciable. Il établit un modèle et une pratique, votre honneur, rétorqua Rivera, directement pertinent pour savoir si l'expérience de M. Johnson était isolée ou faisait partie d'un problème systémique. Marcus réfléchit. Objection rejetée. Le témoin peut continuer. Patel révéla ensuite sa preuve la plus accablante. Après ce qui vous est arrivé la nuit dernière, juge, j'ai vérifié nos images de sécurité. Nous conservons les enregistrements pendant 14 jours à des fins d'assurance. Rivera s'approcha avec un ordinateur portable. Votre honneur, M. Patel a fourni des images de sécurité de la station-service datant du 14 mars, la nuit de l'arrestation de M. Johnson. Marcus sentit la salle d'audience retenir collectivement son souffle. Les images montrent les agents Brennan et Reynolds à la station-service environ une heure avant qu'ils n'interpellent M. Johnson. On peut les entendre discuter de leur projet pour atteindre leur quota mensuel d'interpellation. Gordon bondit sur ses pieds. Objection. Cette preuve n'a pas été divulguée lors de la découverte. Parce que M. Patel ne s'est manifesté qu'aujourd'hui, expliqua Rivera. Et la défense a eu amplement l'occasion de demander les images de sécurité des entreprises situées le long de l'itinéraire de M. Johnson. Marcus examina attentivement l'objection. La preuve est admise sous condition. Monsieur Gordon aura l'occasion de l'examiner et de la contester. Alors que les images étaient diffusées sur l'écran de la salle d'audience, les agents Brennan et Reynolds regardèrent leurs propres enregistrements avec une horreur croissante. Leur conversation informelle sur retrouver de l'action et avoir besoin d'un ou deux arrêts de plus pour atteindre le quota résonnait dans la salle d'audience silencieuse. On entendait clairement Reynolds dire « Allons voir le côté sud de la ville. C'est toujours bon pour quelques arrêts là-bas. » Le côté sud était majoritairement noir et latino. Marcus observa les réactions des agents plutôt que la vidéo elle-même. Brennan fixait le sol tandis que Reynolds chuchotait frénétiquement à Gordon. Le modèle de harcèlement ciblé devenait indéniable, non seulement dans le cas de Johnson, mais en tant que pratique départementale. Comme s'il sentait le poids croissant des preuves contre ses clients, Gordon demanda une brève suspension pour conférer. Marcus l'accorda, observant les agents Brennan et Reynolds suivre leur avocat hors de la salle d'audience. Leur confiance d'antan s'était complètement évanouie. À leur retour, Gordon annonça qu'il souhaitait appeler le capitaine William Preston à témoigner sur les politiques du département. Pendant que Preston prêtait serment, Marcus remarqua les regards nerveux du capitaine vers les agents. Leur stratégie était claire, rejeter la faute sur les politiques départementales plutôt que sur la conduite individuelle des agents. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que cette approche ouvrirait la porte à l'examen de l'ensemble du système, et pas seulement des actions de deux agents. Et c'était précisément ce que Marcus avait espéré, depuis le début. Le témoignage du capitaine Preston commença par une défense habituelle des politiques départementales. Avec 27 ans de service,
il projetait une autorité confiante en décrivant la formation des agents, les directives sur l'usage de la force et les initiatives de police de proximité. Nos agents sont minutieusement formés aux principes constitutionnels, assura Preston à la cour. Nous mettons l'accent sur la désescalade et la réponse proportionnée. Mais la façade commença à se fissurer sous le contre-interrogatoire de Rivera. Capitaine Preston, votre département utilise-t-il des quotas pour les contrôles routiers ou les arrestations? Preston se déplaça inconfortablement. Nous avons des indicateurs de performance, pas des quotas. Les agents sont censés être proactifs. Et comment ces indicateurs sont-ils mesurés, pressa Rivera. Par le nombre de contrôles, le nombre d'arrestations. Les niveaux d'activité sont un facteur dans les évaluations de performance, admit Preston à contre-cœur. Et les agents qui n'atteignent pas ces niveaux d'activité sont-ils pénalisés d'une manière ou d'une autre? L'hésitation de Preston en disait long. Leurs évaluations de performance peuvent refléter une initiative moindre. Rivera hocha la tête. Donc, les agents sont incités à effectuer des contrôles indépendamment de la justification constitutionnelle. Gordon objecta, mais le mal était fait. Lorsque les agents Brennan et Reynolds prirent la barre, leurs témoignages se contredirent immédiatement sur des détails clés. Brennan affirma que Johnson avait tendu la main vers sa taille, tandis que Reynolds témoignait que Johnson avait fait un mouvement brusque vers la boîte à gants. Aucun de ces mouvements présumés n'apparaissait dans les images de la caméra corporelle, et aucun agent ne les avait mentionnés dans son rapport initial. Marcus observa leur malaise croissant avec un détachement clinique. Il avait vu ce schéma d'innombrables fois, des agents construisant des justifications a posteriori qui s'effondraient sous l'examen. Agent Brennan, l'interrompit-il pendant le questionnement de Gordon. Vous avez témoigné que vous avez arrêté M. Johnson parce que son feu arrière était cassé, n'est-ce pas? Brennan hocha la tête. Oui, votre honneur. Pourtant, l'inspection du mécanicien effectuée le lendemain matin a montré que toutes les lumières fonctionnaient correctement. Comment expliquez-vous cette divergence? Brennan déglutit difficilement. Il a dû être réparé avant l'inspection, votre honneur. Marcus haussa un sourcil. Et vous avez témoigné que M. Johnson était belliqueux et peu coopératif, pourtant la portion des images de la caméra corporelle que nous avons le montre calme et compliant. Pourriez-vous expliquer cette divergence également? Il est devenu agressif après le dysfonctionnement de la caméra, insista Brennan. C'est assez pratique, observa Marcus, prenant une note dans le dossier. Alors que le questionnement continuait, l'agent Reynolds commença à montrer des signes de tension. Ses réponses devinrent hésitantes, ses yeux allant vers Brennan ou Gordon pour obtenir des conseils. Lorsque Rivera le pressa sur la conversation à la station-service concernant les quotas, il bégaya. C'est juste comme ça qu'on parle. Ça ne veut rien dire. Donc, vous ne prévoyez pas réellement de faire des arrêts pour atteindre un quota, demanda Rivera. Reynolds semblait piégé. C'est compliqué. Il y a une pression pour montrer des résultats. Pression de qui? Demanda Rivera. Reynolds jeta un coup d'œil au capitaine Preston, puis à ses genoux. De la supervision, de la culture du département. Gordon tenta de le rediriger, mais Reynolds avait déjà révélé plus que prévu. Pendant une brève suspension, Marcus remarqua un jeune agent entrer dans la salle d'audience et parler doucement avec Rivera. Lorsque l'audience reprit, Rivera avait un nouveau témoin. Le plaignant appelle l'agent Daryl Jackson. Le jeune agent noir qui avait reconnu Marcus au poste s'approcha de la barre avec nervosité. Après avoir prêté serment, il jeta un regard d'excuse à ses collègues. Agent Jackson, commença Rivera. Depuis combien de temps êtes-vous au département de police d'Abington Township? 14 mois, madame, répondit-il. Pendant votre formation, qu'est-ce qui vous a été enseigné sur la conduite des contrôles dans certains quartiers? Jackson hésita. On nous a dit d'être plus vigilants dans les zones à forte criminalité. Et comment ces zones étaient-elles définies? Jackson parut mal à l'aise. Principalement les quartiers sudés de la ville, des quartiers majoritairement minoritaires. Avez-vous reçu une formation spécifique sur ce qui constitue un soupçon raisonnable pour un contrôle? Officiellement, oui, dit Jackson prudemment. Mais officieusement, il s'interrompit. Officieusement, quoi, agent Jackson, demanda Rivera. Jackson regarda directement Marcus. On nous a dit qu'un homme noir conduisant une belle voiture dans un quartier blanc était suspect,
qu'un jeune homme noir avec un sweat à capuche était automatiquement suspect, que les mouvements furtifs pouvaient être interprétés largement. Gordon objecta avec véhémence, mais Marcus le rejeta. Le témoin témoigne de son expérience directe pendant la formation. L'objection est rejetée. Jackson continua, décrivant comment Brennan et Reynolds étaient considérés comme des agents productifs parce qu'ils effectuaient de fréquents contrôles et arrestations, en particulier de minorités. Après que le juge Holloway ait été amené la nuit dernière, ajouta Jackson, j'ai entendu l'agent Brennan dire, ils en ont eu un autre, avant qu'il ne réalise qui il était. La salle d'audience bourdonna de murmures. Marcus garda son calme, bien qu'entendre son arrestation décrite comme une prise de trophée lui tordit l'estomac. Et que s'est-il passé après qu'ils aient réalisé l'identité du juge Holloway, demanda Rivera. La réponse de Jackson fut accablante. Le capitaine Preston a rassemblé toutes les personnes impliquées et a dit « Nous devons nous mettre d'accord sur notre version des faits parce que les juges se serrent les coudes. » Il a demandé à la répartition de modifier le journal des appels pour indiquer qu'ils avaient reçu une plainte spécifique concernant une personne suspecte correspondant à la description du juge. Cette révélation provoqua une onde de choc dans la salle d'audience. La falsification de preuves était une infraction pénale. Le visage du capitaine Preston était devenu livide. Alors que le témoignage de Jackson se poursuivait, Reynolds sembla avoir une lutte interne. Finalement, lors d'une autre brève suspension, il s'approcha de son avocat et eut une conversation intense. Lorsque l'audience reprit, Gordon s'adressa au banc. « Votre honneur, l'agent Reynolds a demandé une conférence privée avec le tribunal et le conseiller. » Marcus examina la demande. « Nous nous réunirons en chambre. » Seul l'agent Reynolds, Madame Rivera, Monsieur Gordon et la sténographe judiciaire. Dans l'intimité de ces chambres, Reynolds était assis, les épaules affaissées. « Je veux clarifier certaines choses », commença-t-il avec hésitation. « Ce que j'ai dit plus tôt sur la pression et la culture du département, c'est pire que ce que j'ai indiqué. » Gordon tenta d'intervenir, mais Reynolds continua, « Nous sommes formés à utiliser certaines phrases dans nos rapports, mouvement furtif, correspond à la description, semblait nerveux. Ce sont des mots de code qui justifient les arrêts sans soupçon raisonnable spécifique. » Il leva les yeux vers Marcus. « La nuit dernière avec vous, nous n'avions aucune raison réelle de vous arrêter, sauf que j'étais noir à une station-service dans un quartier blanc. » Marcus acheva sa phrase. Reynolds hocha la tête misérablement. « C'est comme ça qu'on nous forme, pas officiellement, mais à travers la culture. On est récompensé pour être proactif dans certains quartiers avec certaines personnes. » Son témoignage impliquait non seulement lui-même et Brennan, mais toute la structure de commandement. Au moment où ils retournèrent dans la salle d'audience, le mot s'était répandu que Reynolds coopérait. Brennan semblait trahi. Le capitaine Preston était furieux. La procureure de district, sentant le vent tourner, demanda une brève suspension pour réévaluer la position du Commonwealth. Pendant cette pause, les membres de la communauté dans la galerie chuchotaient sur le tournant sans précédent des événements. Beaucoup avaient été témoins ou avaient vécu des rencontres policières similaires, mais n'avaient jamais vu des agents tenus responsables. Lorsque les débats reprirent, l'atmosphère avait radicalement changé. La procureure de district annonça que, à la lumière de nouvelles preuves, le Commonwealth élargissait son enquête pour inclure les politiques départementales et d'éventuelles accusations criminelles pour falsification de preuves. Gordon, voyant sa défense s'effondrer, demanda du temps pour s'entretenir avec ses clients concernant un éventuel règlement. Mais avant que Marcus ne puisse statuer sur cette demande, Brennan se leva brusquement de son siège. Céline explosa, le visage déformé par la colère. « Nous faisions notre travail. Si vous autres, vous vous contentiez de vous conformer au lieu de toujours tout ramener à la race. » Gordon tenta frénétiquement de le faire taire, mais l'éclat de Brennan continua, révélant le préjugé profondément enraciné sous son insigne. « Vous voulez tous un traitement de faveur. Même en tant que juge, vous pensez être au-dessus des lois. » La salle d'audience se figea sous le choc de cette démonstration. Reynolds fixa son partenaire avec horreur, reculant physiquement sa chaise, comme pour se distancier des paroles de Brennan. Marcus laissa l'éclat continuer un instant, laissant chacun présent entendre la vérité sans filtre, avant de finalement dire « Agent Brennan, ça suffit. » Son autorité calme fit taire instantanément la pièce. Vos commentaires font maintenant partie du dossier. Il se tourna vers la sténographe judiciaire. Veuillez vous assurer que la déclaration de l'agent Brennan soit transcrite intégralement.
Regardant Brennan, dont la rage était maintenant mêlée à la réalisation naissante de ce qu'il avait fait, Marcus ajouta, « Parfois, les gens révèlent leur vrai caractère sous pression. Merci pour votre franchise, agent. » La défense s'était complètement effondrée, mais les implications s'étendaient bien au-delà de cette salle d'audience. Ce qui avait commencé comme une audience sur la plainte d'un homme avait révélé tout un système de maintien de l'ordre discriminatoire, et cela s'était produit parce que 2 agents avaient choisi le mauvais homme noir à profiler à une station-service. Croyez-vous que l'agent Reynolds a eu raison de dénoncer les pratiques du département, ou cherchait-il simplement à se sauver? Commentez le numéro 1 si vous pensez qu'il a montré un véritable remords, ou le numéro 2 si vous pensez qu'il ne pensait qu'à lui-même en voyant l'affaire s'effondrer. Appuyez sur le bouton j'aime si vous avez été choqué par l'éclat de Brennan, et abonnez-vous pour plus d'histoires qui exposent l'injustice systémique. Alors que nous continuons, quelles conséquences, selon vous, devraient découler de cette révélation, une refonte du département, des accusations criminelles, ou quelque chose de tout à fait différent? Le reste de l'après-midi vit l'audience se transformer d'un examen de la faute individuelle en une revue systématique des pratiques départementales. Marcus permit cette extension de la portée, malgré les objections répétées de Gordon. « Votre honneur », protesta Gordon. Cette affaire concerne une plainte spécifique contre des agents spécifiques, et non une accusation contre l'ensemble du département. Marcus le regarda fixement. « Monsieur Gordon, lorsque les preuves suggèrent que les actions individuelles reflètent des schémas institutionnels, le tribunal a non seulement le droit, mais l'obligation d'examiner ces schémas. L'intérêt public n'exige rien de moins. » Par cette décision, Marcus mettait effectivement tout le système en jugement. Rivera saisit l'occasion, appelant des témoins supplémentaires qui avaient déposé des plaintes contre le département. Leurs témoignages formaient un schéma accablant, les résidents noirs et latinos étaient arrêtés à des taux 5 fois plus élevés que les résidents blancs. Des justifications vagues de correspondance à une description étaient utilisées de manière disproportionnée pour les interpellations de minorités. Les agents qui concentraient leurs interpellations dans les quartiers minoritaires recevaient de meilleures évaluations et des promotions plus rapides. Un militant communautaire présenta une analyse statistique des données du département obtenues par le biais de demandes de documents publics. Dans les quartiers majoritairement blancs, témoigna-t-elle, les agents exigeaient un soupçon spécifique et articulable avant de procéder à des interpellations. Dans les quartiers minoritaires, le simple fait d'être dans une zone à forte criminalité était considéré comme une raison suffisante pour une interpellation. Les données dépeignaient une image claire d'application discriminatoire qui ne pouvait être expliquée par les taux de criminalité ou d'autres facteurs. À mesure que les preuves s'accumulaient, la couverture médiatique s'intensifiait. Des équipes de télévision nationale s'étaient installées devant le palais de justice, et la galerie était bondée de membres de la communauté, dont beaucoup avaient subi des traitements similaires de la part de la police. Leur présence ajoutait un poids émotionnel au débat, un rappel visuel que chaque statistique représentait de vraies personnes avec des vies et une dignité. Marcus permit le témoignage d'experts en maintien de l'ordre qui expliquèrent comment des normes vagues comme les mouvements furtifs ou le comportement suspect permettaient le profilage racial tout en offrant une dénégation plausible. Ces termes fonctionnent comme un langage codé, expliqua le docteur Eleanor Simmons, professeur de justice pénale. Ils semblent neutres sur le papier, mais sont appliqués de manière disproportionnée aux personnes de couleur. En milieu d'après-midi, le commissaire de police Frank Hargrove était arrivé, manifestement préoccupé par l'étendue croissante de l'audience. Lors d'une brève suspension, il demanda une réunion privée avec Marcus, que Marcus refusa. Toute intervention du commissaire doit faire partie du dossier officiel, statua-t-il. Cela força Hargrove à franchir le pas sans précédent de témoigner en audience publique sur les politiques départementales. Notre département rejette catégoriquement le profilage racial, insista le commissaire, bien que son malaise fût évident. Nos politiques interdisent explicitement l'utilisation de la race comme facteur dans les décisions d'application de la loi. Le contre-interrogatoire de Rivera fut méthodique. Commissaire Hargrove, si vos politiques interdisent le profilage racial, comment expliquez-vous les disparités statistiques dans l'application de la loi? Hargrove se déplaça sur sa chaise. De nombreux facteurs influencent les schémas d'application, tels que les taux de criminalité ruraux, les volumes d'appels, les stratégies de déploiement des agents. Et pourtant, continua Rivera, en contrôlant tous ces facteurs, la disparité dans le traitement des citoyens noirs et blancs reste statistiquement significative. Comment expliquez-vous cela? Le commissaire n'eut pas de réponse satisfaisante. Devant le palais de justice, la foule avait grossi.
des membres de la communauté tenaient des pancartes proclamant justice pour tous et réformer le PD d'Abington et égalité de protection devant la loi. L'affaire avait clairement touché une corde sensible bien au-delà de la plainte individuelle d'Antoine Johnson. Alors que le témoignage continuait, Marcus reçut une note indiquant que le maire et plusieurs membres du conseil municipal demandaient une réunion pour discuter des implications plus larges de l'audience. Encore une fois, Marcus insista pour que de telles discussions aient lieu au dossier. Lors d'une autre suspension, Marcus remarqua que sa famille était arrivée dans la salle d'audience. Vanessa était assise avec Jamal et Zora au dernier rang. Leur présence était à la fois un réconfort et un rappel de ce qui était en jeu. Il ne s'agissait pas seulement de l'expérience d'un juge ou des droits d'un plaignant. Il s'agissait du type de communauté que ses enfants hériteraient. Lorsque l'audience reprit, l'agent Jackson revint à la barre avec des informations supplémentaires. Après mon témoignage précédent, expliqua-t-il, plusieurs autres agents m'ont approché en privé. Ils veulent se manifester au sujet des pratiques départementales, mais craignent des représailles. Cela confronta Marcus à un dilemme éthique. Ces agents n'étaient pas des parties à l'affaire en cours, mais leur témoignage pourrait être crucial pour comprendre les problèmes systémiques. Après avoir examiné les arguments des deux parties, Marcus prit une décision controversée. Le tribunal entendra le témoignage de ces agents sous scellé, avec leurs identités protégées jusqu'à ce que des protections appropriées pour les lanceurs d'alerte puissent être établies. Gordon objecta avec véhémence, mais Marcus le rejeta. La recherche de la vérité doit prévaloir. Les témoignages sous scellés de 5 autres agents corroborèrent tout ce que Reynolds et Jackson avaient décrit, des quotas non officiels, des systèmes de récompense pour un maintien de l'ordre agressif dans les quartiers minoritaires, un langage codé dans les rapports et la pression de soutenir la ligne bleue fine, en soutenant les collègues agents quelles que soient les circonstances. Le témoignage d'un agent fut particulièrement accablant. On nous disait d'utiliser certaines phrases que les tribunaux avaient acceptées comme justification pour les interpellations, expliqua l'agent. Si vous écrivez « mouvement furtif » ou « correspond à la description » dans votre rapport, l'interpellation est presque toujours confirmée, même sans détails spécifiques. Alors que l'après-midi s'étirait vers le soir, les révélations continuaient. Des documents furent produits montrant que les agents ayant la plus grande productivité en termes d'interpellation et d'arrestation recevaient des affectations préférentielles et des promotions plus rapides, créant des incitations institutionnelles pour un maintien de l'ordre agressif indépendamment des considérations constitutionnelles. Le capitaine Preston, rappelé à la barre, fut contraint de reconnaître que les évaluations de performance incluaient des métriques pour les interpellations et les arrestations, sans métriques correspondantes pour la conformité constitutionnelle. Nous supposons que nos agents respectent la loi, dit-il faiblement. Et pourtant, observa Marcus, il ne semble y avoir aucune vérification systématique pour s'assurer qu'ils le font. La procureure de district, Sandra Whitman, semblait de plus en plus mal à l'aise à mesure que les preuves s'accumulaient. Son bureau avait poursuivi d'innombrables affaires fondées sur des interpellations qui semblaient maintenant constitutionnellement douteuses. Vers la fin de la journée, elle s'approcha du banc. « Votre honneur, à la lumière des témoignages d'aujourd'hui, le Commonwealth demande du temps pour revoir nos procédures de traitement des témoignages d'agents et des preuves dans les affaires pénales. » C'était une concession significative. Si le bureau du procureur commençait à examiner les témoignages des agents plus attentivement, cela pourrait affecter des centaines d'affaires en cours. Les implications s'étendaient au-delà de cette seule audience, exactement comme Marcus l'avait espéré. Alors que la journée d'audience touchait à sa fin, Gordon tenta désespérément de limiter les dégâts. « Votre honneur, mes clients sont prêts à reconnaître que des erreurs ont été commises dans le cas de M. Johnson et a accepté de réviser les procédures à l'avenir. Mais il était trop tard pour des concessions aussi limitées. Les preuves avaient révélé non pas des erreurs isolées, mais des problèmes systématiques, nécessitant des solutions systématiques. » Marcus s'adressa à la salle d'audience alors qu'il se préparait à ajourner pour la journée. « Ce que nous avons entendu aujourd'hui va au-delà des actions d'agents individuels. Nous avons vu des preuves de problèmes systémiques qui affectent potentiellement les droits constitutionnels de chaque citoyen. Demain, nous entendrons les plaidoiries finales et examinerons les recours appropriés, non seulement pour l'affaire de M. Johnson, mais pour les préoccupations plus larges soulevées dans cette procédure. » Alors que les gens sortaient de la salle d'audience, Marcus remarqua Antoine Johnson parlant avec sa famille. Le jeune homme qui avait simplement voulu la reddition de comptes pour son mauvais traitement se retrouvait maintenant au centre d'une potentielle affaire historique pour la réforme policière. Le poids de la responsabilité était évident sur le visage de Johnson, mais aussi un nouveau sentiment d'autonomisation.
Pendant ce temps, les agents Brennan et Reynolds partirent séparément, n'étant plus un front uni. Reynolds semblait pensif, peut-être même soulagé d'avoir dit la vérité après des années de participation à un système imparfait. Brennan restait défiant, refusant de croiser le regard de quiconque en se frayant un chemin à travers les journalistes. Marcus resta au banc après que la salle d'audience se fut vidée, révisant ses notes et contemplant les débats du lendemain. Ce qui avait commencé comme une expérience personnelle d'injustice se transformait en une opportunité de changement significatif. La question était maintenant de savoir jusqu'où ce changement pouvait et devait s'étendre. Une seule audience judiciaire pouvait-elle vraiment réformer un système profondément enraciné, où les forces de la résistance institutionnelle finiraient-elles par l'emporter, comme tant de fois auparavant? La réponse dépendrait non seulement de ces décisions, mais aussi de la demande continue de la communauté pour la responsabilisation bien après la fin de cette audience. Alors que Marcus rassemblait enfin ses papiers pour partir, il savait que la décision de demain ne serait que le début d'un chemin beaucoup plus long vers la justice. Les marches du palais de justice étaient bondées de manifestants, de partisans et de médias. Le lendemain matin, des pancartes proclamant justice pour le juge Holloway se mêlaient à réformer la police d'Abington et égalité de protection devant la loi. Marcus entra par l'entrée des juges, évitant les caméras, mais conscient que son expérience personnelle était devenue un point de ralliement pour un mouvement plus vaste. Dans ses chambres, Marcus faisait face à une décision sans précédent. Pour conclure correctement l'audience, il devait aborder sa propre expérience avec les agents Brennan et Reynolds. Pourtant, l'éthique judiciaire l'empêchait d'être à la fois juge et témoin dans la même procédure. Après avoir consulté le juge en chef par téléphone, une solution fut trouvée. La juge Diane Chin présiderait temporairement pendant que Marcus témoignerait de son arrestation. Ensuite, il reprendrait son rôle pour le reste de l'audience. Tout le monde debout, annonça l'huissier alors que le tribunal s'assemblait. L'honorable juge Diane Chin préside. Chin prit place au banc, expliquant l'arrangement temporaire à la salle d'audience bondée. Pour assurer une transparence totale et une procédure correcte, le juge Holloway témoignera maintenant de sa rencontre avec les agents Brennan et Reynolds. Je présiderai pendant cette partie de l'audience afin d'éviter tout conflit. Marcus fut assermenté non pas en tant que juge, mais en tant que témoin, retirant sa robe et prenant la barre. Le silence tomba dans la salle d'audience tandis qu'il racontait les événements à la station-service, l'approche des agents, leur rejet de son identification, l'usage excessif de la force lors de son arrestation, et le traitement dédaigneux au poste jusqu'à ce que son identité soit confirmée. Son témoignage fut mesuré et précis, digne d'un juge, mais l'impact émotionnel était indéniable. Il décrivit non seulement l'inconfort physique des menottes, mais le poids psychologique d'être instantanément réduit de juriste respecté à suspect, uniquement basé sur sa race. Quand l'agent Brennan m'a plaqué contre ma voiture, témoigna Marcus, j'ai senti 200 ans d'histoire américaine peser sur ma joue aux côtés du métal froid. Rivera, représentant temporairement les intérêts de Marcus, demanda comment l'expérience l'avait affecté. Au-delà des ecchymoses physiques, répondit Marcus, il y a une blessure plus profonde. J'ai passé ma carrière à croire au système, à travailler en son sein pour garantir la justice. Expérimenter de première main la facilité avec laquelle ce système peut faillir à ceux qu'il devrait protéger fut profondément déroutant. Le contre-interrogatoire de Gordon fut notablement mesuré. Les révélations de la veille avaient laissé peu de place pour attaquer la crédibilité de Marcus, et remettre en question la véracité d'un juge respecté ne ferait que nuire davantage à ses clients. Il limita ses questions aux détails de procédure, évitant complètement le fond de la rencontre. Lorsque Marcus eut fini de témoigner, il retourna dans ses chambres pendant que la juge Chin entendait les plaidoiries finales des deux parties. Rivera soutint que les preuves montraient non seulement des fautes individuelles, mais des problèmes systématiques, nécessitant des réformes imposées par le tribunal. Gordon maintint que, bien que des erreurs aient pu se produire, elles représentaient des incidents isolés plutôt que des schémas institutionnels. Après que les deux arguments eurent été présentés, Marcus retourna au banc, reprenant son rôle de juge. La transition de témoin à adjudicateur était sans précédent, mais nécessaire, compte tenu des circonstances extraordinaires. Marcus aborda ce point directement. Le tribunal reconnaît le caractère inhabituel de cette procédure. Avoir été à la fois sujet et arbitre soulève d'importantes questions sur la bienséance judiciaire. Cependant, il serait tout aussi impropre de me récuser à ce stade, empêchant ainsi ces problèmes systémiques d'être abordés parce que je les ai personnellement vécus. Il continua, tout au long de notre histoire juridique,
les juges ont été invités à mettre de côté leurs expériences personnelles pour rendre des jugements impartiaux. Cette norme s'applique avec une force particulière aujourd'hui. Avant que Marcus ne puisse prononcer sa décision, l'agent Brennan se leva inopinément. « Votre honneur, puis-je m'adresser à la cour ?» Cette demande d'un agent qui avait explosé de colère la veille surprit tout le monde. Marcus réfléchit brièvement, puis hocha la tête. « Vous le pouvez. » Brennan s'approcha du pupitre, son attitude visiblement différente de son défi précédent. « J'ai été agent pendant 11 ans, commença-t-il avec hésitation. J'ai rejoint la force parce que mon père était policier, et son père avant lui. Je croyais faire ce qu'il m'avait appris à faire. » Il fit une pause, luttant avec des mots qui ne lui venaient manifestement pas facilement. Hier, en entendant tous les témoignages sur les schémas et les statistiques, je n'y avais jamais pensé de cette façon. Je voyais chaque interpellation comme une décision individuelle, un pressentiment que quelque chose n'allait pas. Pour la première fois, Brennan regarda directement Marcus. Quand nous vous avons arrêté à cette station-service, je n'ai pas vu un juge. J'ai vu une menace parce que c'est comme ça qu'on m'a appris à voir. La salle d'audience resta complètement silencieuse tandis que Brennan continuait. Je ne dis pas que je n'ai pas de responsabilité. J'en ai. Mais c'est plus grand que moi ou Reynolds. C'est la façon dont on nous apprend à voir le monde, la façon dont nous sommes récompensés pour certains types de maintien de l'ordre. Ce n'était pas une transformation complète ni une pleine reconnaissance de partialité, mais cela représentait quelque chose de peut-être plus important, le début de la reconnaissance, la première fissure dans un mur de déni. Marcus hocha la tête, prenant acte de la déclaration de Brennan sans la commenter. Il faisait maintenant face à la décision la plus difficile de sa carrière judiciaire, comment équilibrer la reddition de comptes pour les torts passés avec le potentiel de changements significatifs pour l'avenir. Après une brève suspension pour finaliser sa décision, Marcus revint pour rendre son jugement. Ce tribunal estime que les agents Brennan et Reynolds ont violé les droits constitutionnels de M. Johnson par profilage racial et usage excessif de la force. En outre, les preuves présentées démontrent que ces violations reflètent des schémas et pratiques départementaux, plutôt que des incidents isolés. La galerie resta complètement silencieuse. Marcus poursuivit, le remède approprié doit aborder à la fois la responsabilisation individuelle et la réforme systémique. Par conséquent, ce tribunal ordonne ce qui suit, premièrement, les agents Brennan et Reynolds sont suspendus sans solde pendant 6 mois et tenus de suivre une formation approfondie sur la police constitutionnelle et la reconnaissance des biais implicites avant de reprendre leurs fonctions. Il se tourna vers les représentants du département. Deuxièmement, le département de police d'Abington Township doit mettre en œuvre des réformes complètes, y compris des caméras corporelles obligatoires avec des images soumises à un examen civil, des indicateurs de performance révisés qui donnent la priorité à la conformité constitutionnelle plutôt qu'au nombre d'interpellations et d'arrestations, et une formation sur les biais implicites pour tous les agents avec une réévaluation régulière. Marcus n'avait pas terminé. Troisièmement, ce tribunal établit un comité de surveillance civile doté d'une réelle autorité pour examiner les plaintes et recommander des mesures disciplinaires. Ce comité comprendra des représentants de la communauté des quartiers les plus touchés par les pratiques policières agressives. Il s'adressa directement à Antoine Johnson. Monsieur Johnson recevra une compensation pour sa détention illégale et la violation de ses droits, le montant étant à déterminer lors de procédures ultérieures. Enfin, Marcus se tourna vers les implications plus larges. Les preuves présentées lors de cette audience suggèrent des violations potentielles dans de nombreux autres cas. Par conséquent, le tribunal ordonne un examen de toutes les arrestations effectuées par ce département au cours des 3 dernières années où l'interpellation initiale était basée sur des critères vagues tels que correspond à une description ou mouvement furtif. Les réactions dans la salle d'audience varièrent considérablement. Les membres de la communauté échangèrent des regards d'espoir prudents. Les représentants du département semblaient préoccupés par l'étendue des exigences. Antoine Johnson était assis, les larmes aux yeux, enfin justifié après des mois à insister qu'il n'avait rien fait de mal. Les agents Reynolds et Brennan affichaient des expressions très différentes. Reynolds semblait presque soulagé, tandis que Brennan semblait dépassé par les conséquences d'un système qu'il n'avait jamais remis en question jusqu'à présent. Marcus conclut par des mots destinés non seulement à la salle d'audience, mais aussi à la communauté au-delà. La justice ne peut exister sans reddition de comptes. Mais une véritable réforme exige plus que des punitions. Elle exige une transformation des politiques, des pratiques et, en fin de compte, des perspectives.
Cette transformation commence aujourd'hui. Mais son succès dépend de l'engagement continu de toutes les personnes présentes dans cette salle, bien après la fin de cette audience. D'un dernier coup de marteau, Marcus ajourna la cour. L'audience était terminée, mais son impact commençait tout juste à se propager, d'une simple rencontre à une station-service à une potentielle réinvention de la police dans leur communauté. Alors que Marcus rassemblait ses papiers, il croisa le regard d'Antoine Johnson à travers la salle d'audience. Entre eux se produisit un moment de compréhension silencieuse. Deux hommes noirs qui avaient vécu la même injustice, mais qui partageaient maintenant autre chose, la rare opportunité de transformer l'humiliation personnelle en un changement significatif. 6 mois plus tard, Marcus Holloway se tenait au pupitre du centre communautaire d'Abington Township, s'adressant à la réunion inaugurale de la commission de responsabilité de la police qu'il présidait désormais. La grande salle était pleine à craquer, des policiers en uniforme assis aux côtés de militants communautaires, des fonctionnaires locaux à côté de résidents de quartier. Quand j'ai été nommé à la tête de cette commission, commença Marcus, beaucoup se sont demandé si un réel changement était possible. Après tout, nous avons vu des groupes de travail et des commissions d'experts se succéder, produisant des rapports impressionnants qui finissent par prendre la poussière. Il désigna la foule diverse devant lui. Mais ce qui rend cela différent est assis ici même dans cette pièce, la collaboration sans précédent entre ceux qui appliquent la loi et ceux que la loi doit protéger. Les changements des 6 derniers mois avaient dépassé les attentes de Marcus. Chaque agent portait désormais des caméras corporelles qui ne pouvaient pas être désactivées manuellement lors des interactions avec le public. Les images étaient automatiquement téléchargées sur des serveurs surveillés par des examinateurs civils. Les données d'interpellation étaient suivies et analysées mensuellement pour les disparités raciales, avec des résultats publiés. Plus important encore, le système d'évaluation du département avait été complètement remanié. Les agents n'étaient plus récompensés pour un grand nombre d'interpellations et d'arrestations, mais pour un engagement communautaire positif, la conformité constitutionnelle et le succès de la désescalade. Nos données préliminaires montrent une réduction de 40% des interpellations discrétionnaires, rapporta Marcus. Bien que les taux de criminalité soient restés stables ou aient diminué dans la plupart des catégories, cela suggère ce que beaucoup d'entre nous ont longtemps soutenu, les pratiques d'interpellations agressives ne rendent pas les communautés plus sûres, elles ne font qu'endommager les relations police-communauté. Assis au premier rang se trouvait l'agent Daryl Jackson, récemment promu à la tête de la nouvelle division des relations communautaires du département. Son témoignage avait été essentiel pour exposer les pratiques du département, et plutôt que d'être ostracisé, il était devenu une voix respectée pour la réforme au sein de la force. Derrière lui était assis l'agent Kyle Reynolds, de retour en service après avoir purgé sa suspension et suivi sa formation. Reynolds avait transformé sa carrière, devenant un défenseur du changement au sein du département et encadrant des agents plus jeunes sur la police constitutionnelle. Il faisait toujours face au scepticisme de certains membres de la communauté, mais sa volonté de reconnaître les torts passés et de travailler à l'amélioration lui avait valu un respect croissant. Le parcours de l'agent Thomas Brennan avait été plus compliqué. Son aveu initial au tribunal avait été suivi d'une résistance pendant la réformation. Il avait failli démissionner plusieurs fois, luttant pour s'adapter aux nouvelles attentes, mais progressivement, avec le soutien d'alliés inattendus, y compris Antoine Johnson lui-même. Brennan avait commencé le difficile travail de confrontation de ses préjugés. Aujourd'hui, il était assis tranquillement au fond de la salle, pas encore à l'aise sous les projecteurs, mais néanmoins présent, un symbole de la transformation personnelle difficile mais essentielle requise pour un véritable changement. Marcus a reconnu ses parcours individuels avant de se tourner vers les progrès institutionnels. Nous avons mis en œuvre toutes les réformes ordonnées par le tribunal, mais nous sommes allés plus loin. Nos nouveaux programmes de formation abordent non seulement ce que les agents doivent faire, mais aussi pourquoi ces changements sont importants. Nous avons intégré les voix de la communauté à tous les niveaux de l'élaboration des politiques. Et peut-être le plus important, nous avons créé une culture où les agents se sentent habilités à s'exprimer lorsqu'ils sont témoins de comportements problématiques. Il présenta un panel d'orateurs comprenant Antoine Johnson, dont l'affaire avait catalysé ces changements. Johnson avait utilisé son indemnisation pour retourner à l'école, poursuivant un diplôme en justice pénale avec l'intention de travailler sur la réforme des politiques. Quand j'ai été interpellé cette nuit-là, a déclaré Johnson à l'auditoire, je n'aurais jamais imaginé que je serais ici aujourd'hui, aidant à façonner l'avenir de la police dans cette communauté. Mon objectif était simple, je voulais que quelqu'un reconnaisse que ce qui m'était arrivé était une erreur. Il a jeté un coup d'œil à Marcus. Ce que le juge Holloway nous a montré, c'est que cette reconnaissance n'est que le début.
La vraie justice exige des actions. La transformation s'étendait au-delà des politiques et des procédures. La station-service où Marcus avait été arrêté était devenue un centre communautaire inattendu. M. Patel avait installé une petite plaque commémorant l'incident et offrait du café gratuit aux participants aux sessions de dialogue communautaire police qui se tenaient désormais chaque mois dans le petit coin salon à côté du dépanneur. Le fils de Marcus, Jamal, avait été profondément affecté par l'expérience de son père et les réformes ultérieures. Initialement en colère et désillusionné, il avait canalisé ses émotions vers l'engagement, rejoignant un conseil consultatif de jeunes qui fournissait des commentaires sur la formation de la police. Maintenant, il envisageait de suivre son père dans le droit, ou peut-être même les forces de l'ordre elles-mêmes, considérant les deux comme des voies pour poursuivre le travail de réforme. Le changement le plus significatif, a déclaré Marcus à la foule réunie, n'est pas visible dans les statistiques ou les politiques. Il réside dans les innombrables petites interactions quotidiennes entre les agents et les citoyens. C'est dans le contrôle routier où les droits constitutionnels sont respectés. C'est dans le jeune homme noir qui ne sent plus son cœur s'emballer lorsqu'une voiture de patrouille s'arrête à côté de lui. Pour illustrer ce point, Marcus a raconté une histoire de la semaine précédente. Il s'était arrêté pour faire le plein à la même station Sonoco et avait été témoin d'un jeune agent approchant un adolescent noir dont la voiture était en panne. J'ai vu l'agent se présenter par son nom, expliquer pourquoi il s'approchait et demander si le jeune homme avait besoin d'aide, plutôt que d'exiger une pièce d'identité. C'était une interaction simple, banale dans ce qui devrait être un monde normal. Mais dans ce moment ordinaire, j'ai vu des progrès extraordinaires. Marcus reconnut que le travail restait inachevé. Il y avait toujours de la résistance de la part des agents qui préféraient les anciennes méthodes. Certains membres de la communauté restaient sceptiques, leur confiance étant érodée par des décennies d'expériences négatives. Les réformes d'Abington Township commençaient tout juste à se propager aux juridictions voisines. Le changement n'était ni parfait ni complet. La transformation n'est pas un événement. C'est un processus, conclut Marcus. Ce qui s'est passé à cette station-service il y a 6 mois a révélé de profonds problèmes dans notre système, mais cela a aussi révélé quelque chose d'essentiel sur le caractère de notre communauté, notre capacité à affronter des vérités inconfortables et à nous engager à construire quelque chose de meilleur. Il regarda les visages divers devant lui. La question n'a jamais été de savoir si nous pouvions créer des politiques parfaites. La question était de savoir si nous avions le courage d'examiner nos défauts honnêtement et l'engagement de les résoudre avec persévérance. Aujourd'hui, je crois que la réponse est oui. Alors que la réunion passait à la discussion ouverte, Marcus recula du pupitre. À travers les grandes fenêtres du centre communautaire, il pouvait voir la rue où les voitures de patrouille circulaient maintenant dans les quartiers, non pas comme des forces d'occupation, mais comme des partenaires de la sécurité publique. Il y avait un sentiment différent dans l'air, pas un optimisme naïf, mais quelque chose de plus durable, un espoir déterminé. Plus tard ce soir-là, Marcus s'arrêta à la même station Sonoco pour faire le plein. Alors qu'il se tenait à côté de sa voiture, il remarqua un jeune homme noir à la pompe voisine, observant un policier à l'intérieur du dépanneur. Il y avait encore de la lassitude dans la posture du jeune homme, la vigilance apprise qui restait nécessaire. Mais lorsque l'agent sortit et hocha respectueusement la tête dans leur direction, quelque chose de subtil changea dans l'expression du jeune homme. Marcus croisa son regard, et ils échangèrent une reconnaissance silencieuse, non pas d'un problème résolu, mais d'un progrès accompli. En rentrant chez lui, Marcus réfléchit à la façon dont un moment d'injustice était devenu un catalyseur de changement. La transformation n'était pas complète, ne le serait peut-être jamais, mais elle était réelle et continue. Le système n'avait pas été parfait avant son arrestation, et il ne l'était pas maintenant. Mais il était meilleur. Et dans le difficile travail de la justice, le mieux valait la peine de se battre. Que pensez-vous des changements mis en œuvre à Abington Township? Croyez-vous que la transformation est possible au sein de nos systèmes de police actuels, ou avons-nous besoin d'approches plus radicales? Commentez ci-dessous avec vos réflexions, et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette histoire si elle a résonné en vous. Votre engagement aide ces conversations importantes à atteindre plus de personnes. Merci de m'avoir rejoint pour cette puissante histoire de justice, de responsabilité et du travail continu pour créer une société plus équitable pour tous. Cette histoire éclaire des vérités profondes sur la justice, la responsabilisation et le changement systémique en Amérique. Lorsque le juge Holloway a fait l'expérience directe du profilage racial dont il avait entendu parler dans sa salle d'audience pendant des années,
cela a comblé le fossé entre les principes juridiques abstraits et la réalité vécue. Sa position unique, à la fois victime et arbitre, a créé un puissant catalyseur de transformation qui aurait pu être impossible autrement. Le récit révèle comment le biais racial opère non seulement par le préjugé individuel, mais par des pratiques, des politiques et des incitations institutionnelles qui façonnent le comportement. Les agents n'étaient pas simplement de mauvaises pommes, mais des produits d'un système qui récompensait certains types de maintien de l'ordre tout en négligeant les violations constitutionnelles. Nous voyons qu'une réforme significative exige à la fois la responsabilisation pour les torts passés et des voies vers la rédemption. La volonté de l'agent Reynolds de reconnaître les pratiques départementales, le courage de l'agent Jackson de dire la vérité malgré les représailles potentielles, et même les pas hésitants de l'agent Brennan vers la reconnaissance, démontrent que le changement se produit à des rythmes différents pour des personnes différentes. Peut-être plus important encore, l'histoire montre que la justice n'est pas une destination, mais un processus continu, exigeant vigilance, engagement et participation communautaire. Une véritable transformation exige plus que de nouvelles politiques ou programmes de formation. Elle exige des changements fondamentaux dans la façon dont nous nous voyons les uns les autres et nous-mêmes. Lorsque les systèmes de pouvoir sont contraints de faire face à leurs échecs, il existe une véritable opportunité de guérison et de progrès. Y a-t-il eu un moment dans votre vie où vous avez été témoin ou victime d'une injustice et où vous auriez souhaité avoir le pouvoir de changer le système? Qu'auriez-vous fait à la place du juge Holloway, vous récuser, ou utiliser votre perspective unique pour exiger la reddition de comptes? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, je les lis tous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime pour aider d'autres personnes à la trouver également. Les algorithmes remarquent votre engagement. Votre simple clic aide ces conversations importantes à atteindre plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires puissantes qui explorent la justice sociale, l'égalité raciale et le travail continu de construction d'une société plus juste. Nous vous proposons un contenu qui non seulement divertit, mais vous pousse à réfléchir de manière critique sur le monde dans lequel nous vivons. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre la réalité du profilage racial et la possibilité d'un changement significatif. Ces conversations ne sont pas toujours faciles, mais elles sont nécessaires au progrès. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez pas que chacun de nous a un rôle à jouer dans la création d'une société où la justice n'est pas seulement un idéal, mais une réalité vécue pour tous, quelle que soit la race, le milieu ou les circonstances. À la prochaine, continuez à dire la vérité au pouvoir.